Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver après cet été. Ça y est, il pleut à Paris, tout va bien, il fait plus frais. Nous allons donc être dans de très bonnes conditions pour vous retrouver. Nouveau webinaire avec deux parties, quelques informations d'actualité, d'une part, un petit peu de veille réglementaire et pas que. Et bien sûr, derrière, on va regarder une nouvelle fois l'audit de renouvellement, puisque les premiers sont en cours et de très nombreux sont programmés. Alors, avec qui toujours pareil, à ma gauche ou à votre droite peut-être, Raphaël. C'est ça exactement, Raphaël, hein, comme d'habitude, hein, la même chose, hein, il y a que les années qui changent, hein, mais toujours auditeur Calliope à mes heures perdues, gestion de la qualité à l'ISQ, pour vérifier que voilà, vos certificats Calliope sont attribués en bonne et due forme. Et puis voilà, comme je disais, auditeur Calliope, de temps en temps, certains d'entre vous ont pu me recevoir chez eux. Et toi, Marc? Voilà, pareil, hein, donc les mois passent, les cheveux blancs continuent à apparaître, c'est pas grave. Donc toujours auditeur à l'ISQ en charge du développement, aussi une casquette côté expertise et conseils et formation que certains ont pu déjà découvrir. Et ravi de vous retrouver, donc les deux co-animateurs de l'ISQ pour ce webinaire. Alors, on va se lancer tout d'abord, donc bien sûr, un premier point d'actualité. Alors, nous savons, puisqu'on l'audite auprès de vous, que eh bien, vous avez mis en œuvre une veille qui couvre, on va dire, quatre principaux indicateurs, les 23, 24, 25, 26 de la veille légale réglementaire, veille sur le fond, veille sur la forme et bien sûr sur les PSH. Alors, quelques infos que vous avez peut-être déjà pu découvrir et sinon, bien toujours intéressant de voir. Et avant, Raphaël s'est quand même livré à une mise à jour de la cartographie des certifiés. Donc, quel est l'état de la certification en France, Raphaël? Exactement, comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant, notre petite cartographie des certifiés, donc qui a encore augmenté depuis la dernière fois, hein, plus 1361 NDA actifs et du coup 450 nouveaux certifiés depuis la dernière fois, hein. Ces chiffres qui peut-être baisseront en octobre, hein, car on se rappelle l'année dernière, il y avait eu les campagnes de caducité qui avaient débuté et qui avaient fait un petit ménage de à peu près 10 000 NDA qui avaient disparu de la liste. Donc peut-être on peut s'attendre à la même chose cette année. En tout cas, nouveauté, 37 certificateurs. On l'a appris ce matin que la liste des organismes certificateurs a été mise à jour. Et nous sommes un de plus, hein, dans le panorama Calliope. Donc voilà, hein, les instances de labellisation, toujours 8. Toujours pas, ça n'a pas bougé. Donc 36% de NDA certifiés, répartis un peu partout en France, mais essentiellement en Île-de-France et dans la région Aura. Oui, alors c'est vrai, nous aussi, hein, nous assurons une certaine veille, bien évidemment. Donc toujours intéressant de voir que nous avons un nouveau confrère. Peut-être que certains nourrissent des appétits ou un appétit particulier dans la perspective de l'année 2024 et des très nombreux audits de renouvellement qui vont devoir être mis en œuvre. Affaire à suivre là-dessus. Toujours important aussi de regarder la répartition par région. Et on voit toujours que nos amis bretons ou normands sont quand même parmi les régions françaises avec le moins d'organismes certifiés. Ça ne veut pas dire, hein, bien sûr, on rappelle que c'est le NDA qui est certifié. Ça ne fait pas référence au nombre de sites, bien évidemment. Exact. Alors donc maintenant c'est toi qui prends la parole. Alors une nouveauté que tu nous souhaites nous montrer, Certif Pro a publié un guide méthodologique pour ceux qui souhaitent mettre en place des certifications. Oui, voilà, donc c'est vrai que là aussi, dans le cadre de notre veille, on s'est surtout en fait inscrit à beaucoup de newsletters, entre autres celle des Cariforef, toujours très intéressant, puisqu'il y en a un par région avec chacun des mises à disposition de ressources gratuites, des webinaires gratuits, donc à consommer sans modération. Et il est vrai qu'on a pu s'apercevoir qu'il y a ce guide méthodologique sur les certifications conçu comme un outil de sensibilisation et de professionnalisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des fiches, 23 fiches générales. Il y a aussi une checklist, bien évidemment, qui est proposée. Donc, vous avez le lien URL, puisque nous vous rappelons que nos webinaires, par l'intermédiaire de Benjamin, qui est en coulisses, que nos webinaires sont proposés en replay, mais que vous pouvez également avoir les supports. Donc, voici un élément toujours intéressant pour ceux qui travaillent sur des titres ou des certifications professionnelles. Donc là aussi, à les télécharger et c'est gratuit.
Exactement. Et les Cariforef, justement, tu en parlais, ils ont été mandatés pour accompagner les CFA dans leurs 14 missions. C'est bien ça? Oui, c'est vrai. Donc ça aussi, c'est très récent, puisqu'en fait, c'est bien le réseau des Cariforef. Hein, c'est pas un Cariforef régional qui a été mandaté, c'est bien le réseau. L'accompagnement des CFA, OFA dans leurs 14 missions. Nous savons, au regard des audits, qu'un certain nombre de prestataires dans l'apprentissage ont quelquefois des difficultés alors non pas sur les 14 missions, parce que là, ça deviendrait très grave, mais il est vrai que lorsqu'on en vient sur tout ce qui va être peut-être travailler sur l'égalité, la laïcité, des choses comme ça, on s'aperçoit que certains centres d'apprentissage ont un peu de difficulté à démontrer des éléments mis en œuvre, ou en tous les cas qui soient réellement consistants. Donc il y a une plateforme qui va être déployée avec la mise en ligne d'un certain nombre de kits ressources, donc là aussi à consommer une nouvelle fois sans modération. Le premier qui doit être mis en ligne, c'est le kit national qui portera sur le handicap, donc il devait être mis en ligne en septembre. Je dois avouer que je n'ai pas vérifié qu'il a été à ce moment-là. Ils vont être complétés par un certain nombre de webinaires, en sachant que bien d'autres sujets vont être traités, que ça puisse aller en fait des freins périphériques aux accès aux aides, la mobilité des accompagnements, la recherche d'employeurs pour les rupturants, etc., etc. Donc là, tous les centres de formation par apprentissage qui sont en place et ou qui souhaitent s'ouvrir et demander une extension de catégorie sur l'apprentissage, là aussi de très bons outils pour renforcer vos pratiques. Super, merci Marc pour ces infos. Il y a notre webinaire, mais il y en a d'autres également que tu souhaites partager à nos viewers. Si je peux faire Oui, c'est vrai. En fait, un autre aussi, d'autres webinaires qui vont être proposés. Et là, je fais référence à Transition Pro. D'ailleurs, nous ne désespérons pas d'avoir d'ici la fin de l'année une personne de Transition Pro Île-de-France et de parler avec elle des contrôles que peuvent mettre en place Transition Pro. Ceci étant, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, mais les contacts sont liés et noués. À voir si on arrive à s'entendre sur des dates. C'est vrai que là aussi, il y a un certain nombre de webinaires mis à disposition des organismes de formation. Donc là, vous avez quelques exemples que l'on peut retrouver dans leur newsletter, ainsi que, bien sûr, un lien pour vous inscrire. C'est Île-de-France. Gardez à l'esprit que les transitions pro sont régionaux. Pour autant, on peut se nourrir de ce que font les franciliens, même si on habite à Bayonne, à Lille, à Nice ou Nantes. Et également, tu souhaites partager une info sur le référentiel unique des NPEC, le niveau de prise en charge, c'est ça? Ah, le fameux niveau de prise en charge, oui, bien évidemment. Donc, le référentiel unique vient d'être mis à jour. Alors, il reprend bien évidemment les 522 nouvelles certifs qui étaient donc sur le forfait d'amorçage, mais surtout maintenant vous avez en fait tout ce qu'il faut. Donc là aussi, ne pas hésiter à aller voir ce référentiel unique des NPEC. Au moins, vous serez informé et bien sûr à transmettre à toutes vos équipes. Alors, récemment, il est arrivé à certains de nos certifiés un petit malheur. Ils ne se trouvaient plus sur la liste des certifiés. Que doivent-ils faire? Alors, c'est vrai. Alors, en fait, l'alerte, il y a une. Alors, la première alerte, c'est celle qu'a évoquée Raphaël. Nous savons qu'à l'issue donc du remplissage des BPF, les DRETS opèrent généralement ce qu'ils appellent des campagnes de caducité. Il est vrai que l'année dernière, comme l'a rappelé Raphaël tout à l'heure, elle a eu lieu au mois d'octobre dernier avec près de presque 10 000 organismes qui ont perdu leur NDA. Ils l'ont perdu parce que la transmission a échoué, ils l'ont perdu parce qu'ils ne l'ont pas transmis tout simplement, ou ils l'ont perdu parce qu'ils ont déclaré un BPF à zéro, la formation pouvant être une activité en fait secondaire. Maintenant, en fait, ici, c'est pas tant ce point qu'on souhaite évoquer. Et même si je peux vous dire qu'il y a eu déjà des organismes frappés de caducité au cours du mois d'août, fin juillet, août et début septembre, donc ils vont peut-être pas attendre le mois d'octobre. Nous avons identifié de notre côté aujourd'hui déjà 3 de nos certifiés qui ont perdu leur NDA la semaine dernière, donc là aussi soyez vigilants. Pourquoi est-ce qu'on a souhaité mettre ce point à l'ordre du jour? Et en fait, j'ai eu un appel d'un certifié qui propose de la VAE et qui m'a dit « Ah, je suis en train de m'inscrire sur la nouvelle plateforme VAE et on me dit que je ne suis pas certifié. » Très surprenant. Donc, en fait, si jamais vous deviez avoir des difficultés en lien avec la validité de votre certification, il faut avoir quelques réflexes. La première chose, le premier réflexe à avoir,
Déjà, on va sur Google et on tape ListOF et tout de suite, première ligne, vous allez retrouver donc data.gouv, liste publique des organismes de formation. Et là, en fait, vous avez une double vérification effectuée. Vous pouvez, dans un premier temps, télécharger la liste des organismes certifiés format CSV, donc de l'Excel que vous allez récupérer. Et dans ce fichier Excel, vous allez retrouver tout autant votre NDA que votre numéro sirène. Nous vous invitons à vérifier que vous apparaissez bien sur cette liste Excel des organismes certifiés, 45 000 lignes quand même, puisqu'on est à près de 45 000 certifiés. Un petit contrôle F, vous entrez votre NDA et si vous apparaissez, eh bien, c'est que la liste est à jour et que votre certificat est bien à jour. Maintenant, on a évoqué ça sur le mois de mai ou juin dernier. Il y a une nouvelle fonctionnalité sur ce site qui s'appelle consulter l'annuaire des entreprises. Et là aussi, vous pouvez faire une deuxième vérification, saisir votre sirène, votre nom commercial, vos dénominations, et vous assurer que lorsque vous allez arriver sur votre fiche entreprise, vous apparaissez bien comme certifié. Et c'est là, en fait, où il faut être vigilant, puisque le prestataire qui m'a contacté la semaine dernière, un petit clin d'œil à Marilus, je ne pense pas qu'elle nous écoute, mais ses équipes qualité peut-être, eh bien, en fait, le prestataire apparaissait bien sur le fichier Excel des organismes certifiés. Pour autant, sur l'onglet Consulter l'annuaire des entreprises, ils apparaissaient comme non certifiés Calliope. Et il est vrai que, en fonction des informations et des fichiers vers lesquels vont pointer les financeurs publics, la Caisse des dépôts, vous risquez d'avoir une difficulté. Donc, si vous apparaissez sur l'une ou l'autre, c'est que normalement, c'est quand même plutôt positif et qu'il faut peut-être ensuite se rapprocher de votre DRETS. Et si on est sur aucune des deux, comment faire? Alors, si vous êtes sur aucune des deux, ça veut dire qu'a priori, votre NDA est frappé de caducité. Normalement, l'ISQ va s'en apercevoir. Alors, il est vrai que nous avons eu l'habitude de faire un contrôle journalier. Nous sommes plus sur un contrôle, en fait, aujourd'hui, une fois par semaine. Et dès lors que nous nous apercevons qu'un de nos certifiés, a perdu son NDA, donc il est frappé de caducité, nous prenons contact avec le certifié pour l'inviter à régulariser la situation auprès de l'adresse. Nous vous rappelons là aussi que vous avez 2 mois pour régulariser votre situation et que si sous les 2 mois, vous n'avez pas réussi à régulariser votre situation, nous sommes tenus de vous suspendre. Donc, on va suspendre votre certification. Ceci étant, la suspension n'a aucun effet de toute façon négatif pour vous, puisque le fait d'avoir perdu votre NDA vous a fait automatiquement sortir de la liste des certifiés. Donc le mal est déjà fait quelque part et on ne fait qu'acter par une suspension, mais c'est la caducité qui vous fait disparaître immédiatement en fait de la liste des certifiés et donc vous êtes invisible pour tous les financeurs publics. Et je terminerai sur un point important que nous avions évoqué, et là plus au mois de mars-avril. Si votre NDA est caduque, vous pouvez bien évidemment continuer à mettre en œuvre les formations pour lesquelles les prises en charge ont été validées par les opérateurs publics. Pour autant, vous n'êtes pas censé mettre en œuvre et contractualiser de nouvelles actions tant que votre NDA est caduque. Sous peine, en cas de contrôle, d'une amende de 4 500 €. Donc faites quand même attention. Et la DRET, c'est souvent le point de chute. Ok, alors, un autre élément qui revient souvent parmi les questions de nos certifiés en fin de webinaire, c'est la fameuse sous-traitance, le fameux décret de sous-traitance. Peux-tu nous en dire plus ? Alors, en fait, il y a sous-traitance et sous-traitance. Donc, d'une part, il y a bien évidemment la réglementation qui précise et en fait régit tout ce qui est sous-traitance. Donc, peut-être que nous ferons un webinaire possiblement ou en tous les cas une partie spécifique sur la sous-traitance. Maintenant, la question aujourd'hui est certainement en lien avec le fameux décret que de très nombreuses personnes attendent. Alors, quel est ce décret? Eh bien, en fait, il y a un décret qui est censé sortir tout prochainement avec une mise en application à partir du 1er janvier 2024 et qui imposerait une obligation de NDA et de certification aux sous-traitants qui interviennent dans le cadre du financement du CPF.
Alors, pour ceux qui sont membres des acteurs de la compétence, je vous rappelle que vendredi matin de 9h30 à 11h, Stéphane Rémy va intervenir pour présenter le projet de décret. Dès lors que, bien évidemment, nous allons nous connecter pour bien pouvoir découvrir ce projet de décret et nous vous ferons un retour sur ce qu'il devrait en fait arriver à partir du 1er janvier. Mais on vous fera un retour sur le prochain webinaire, puisque de très nombreux certifiés, bien évidemment, ont des chiffres d'affaires plus ou moins importants en lien avec le CPF. Et un dernier point, c'est qui concerne les enseignements supérieurs, enfin les établissements d'enseignement supérieur et qui concerne Calliope. Oui, alors c'est juste un rappel, hein, mais simplement, c'est que ce sont les établissements d'enseignement supérieur publics accrédités après évaluation par le Haut Commissariat de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il faut que je reprenne mon souffle. HCRS, les établissements d'enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé, qui est le CCESP, et les écoles d'ingénieurs évaluées par la commission des titres d'ingénieurs CTIC, nous vous rappelons qu'ils sont réputés satisfaire à l'obligation Calliope pour les 4 catégories d'action. Donc, il est vrai que si au tout début de la mise en œuvre de Calliope, un certain nombre de ces établissements se sont rapprochés de certificateurs pour obtenir la certification, on observe bien évidemment un désengagement de ces structures aujourd'hui, dès lors, bien évidemment, qu'elles relèvent de ces 3 catégories. Donc, mais voici pourquoi des établissements qui n'ont pas été audités par des organismes certificateurs accrédités par le COFRAC ont le droit, d'une part, d'utiliser le logo et la marque Calliope. C'est une communication officielle qui date du 23 juin, qui était adressée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à l'ensemble des établissements concernés. Voilà, une confirmation. Et pour finir, ça y est, la date du 1er septembre 2023 est passée. Voilà, donc c'est vrai que au mois de juin, juillet, nous avions dédié au moins un webinaire sur le nouvel arrêté du 31 mai dernier, avec un certain nombre d'informations qui vous ont été communiquées et diffusées. Et nous vous rappelons que, eh bien, à ce moment-là, un certain nombre d'évolutions réglementaires devaient être mises en œuvre dès la publication de ce nouvel arrêté du 31 mai dernier, et que pour d'autres, eh bien, en fait, il y avait une mise en œuvre qui allait intervenir à partir du 1er septembre. Donc ça y est, nous sommes bien au mois de septembre, donc toutes les modifications, toutes les évolutions qu'on a pu retrouver et présenter dans ce nouvel arrêté sont aujourd'hui mises en œuvre. Alors il est vrai que les plus grosses évolutions, il y en a de double nature. Il y a bien sûr l'évolution qui concerne tous les organismes qui avaient été audités en audit initial en tant que nouvel entrant et qui n'ont pas mis en œuvre avant le 31 août leur audit de surveillance, eh bien, en ayant peut-être tardé, et ils se sont retrouvés avec une majoration d'une demi-journée, puisque c'est la nouvelle règle, hein, tout nouvel organisme de formation, nouvel entrant aujourd'hui, eh bien, sera audité avec une demi-journée en plus, mais ça s'applique bien évidemment à ceux qui ont été audités en tant que nouvel entrant à l'audit initial et qui n'avaient pas encore mis en œuvre l'audit de surveillance. C'est-à-dire que quand bien même un certificateur comme l'ISQ ait pu vous présenter un contrat de certification avec une durée annoncée, eh bien cette durée, pour les organismes concernés, a été revue en fait à la hausse. Et je dirais qu'au-delà du nouvel entrant, là aussi, ça impacte également les organismes multisites, puisqu'effectivement, par le passé, lors de l'audit de surveillance, nous avions simplement un site audité et que nous vous rappelons que nous avons une nouvelle formule mathématique de calcul de l'audit de surveillance pour les multisites. On prend en fait la racine carrée du nombre de sites multiplié par 0,6. C'est le petit plus par rapport à l'audit initial. Mais bien évidemment, les organismes multisites se trouvent, on va dire ici, financièrement pénalisés, puisqu'en fait la durée des audits a été augmentée mathématiquement. Donc ça y est, tout est en œuvre, au même titre que nous allons aussi observer d'autres éléments, et on va le rappeler ou le découvrir pour certains dans les prochains slides. Alors, audit de renouvellement, bien évidemment, on va en fait simplement les faits saillants et rappeler un certain nombre de choses, puisqu'on s'aperçoit quand même qu'il est bon de revenir à certains basiques. Donc, on va essayer de faire aussi un petit peu back to basics. Alors,
Exactement. Alors, pour commencer, tout d'abord, le quand. Quand est-ce que je dois faire mon audit de renouvellement? Alors, c'est vrai que c'est la vraie question. Donc, le nouvel arrêté qui est sorti le 31 mai, en fait, nous a permis de confirmer que l'approche de l'ISQ invitant ses certifiés à mettre en œuvre un audit entre 4 à 5 mois, 4-5 mois avant était justifiée. Alors, pourquoi? Et en fait, c'est très simple. Vous devez prendre, si vous ne l'avez pas encore fait, la date d'échéance qui figure sur votre certificat, et tous les certificateurs ont obligation d'apposer cette date d'expiration. Il n'y a pas que l'ISQ, bien évidemment, qui respecte cette règle-là. Et c'est de se dire, entre la fin de l'audit sans non-conformité et ou le fin des traitements des non-conformités, il va peut-être se passer, on va dire, 8-15 jours de traitement administratif par votre certificateur. Donc déjà, ça se donne un délai de 15 jours. Oui. Et avec ce nouvel arrêté, on vous dit que l'audit doit être mis en œuvre dans un délai suffisamment tôt, permettant en fait à l'audité de traiter ces non-conformités majeures. Et là, il y a toujours eu 3 mois pour mettre en œuvre un plan d'action correctif sur une non-conformité majeure, donc c'est 3 mois. Et le nouvel arrêté a ajouté 1 mois pour l'organisme certificateur afin de vérifier. Donc 3 plus 1, ça fait bien 4. Donc on est bien à 4 jours. Et pour ceux qui auraient eu des non-conformités majeures, elles vont être notifiées, mais simplement à peu près une quinzaine de jours après la date de réalisation de l'audit. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, idéalement, il faut réaliser, on va dire, votre audit 5 mois, peut-être même 6 mois avant, 4 mois étant vraiment la borne limite, parce que gardons à l'esprit que si vous ne corrigez pas vos non-conformités, si vos non-conformités majeures ne sont pas levées avant la date d'échéance de votre certification, vous serez alors suspendu entre la date d'expiration de votre certificat et la nouvelle certification. Donc, qui dit suspension dit disparition de la liste des organismes certifiés, disparition, bien sûr, à la vue des organismes qui vont avoir des financements publics et ou mutualisés. Donc, si on prend un exemple très concret, c'est tout simple. Vous prenez vraiment la date précise. Je suis certifié au 30 janvier. Voilà, mon échéance est le 30 janvier 2024. Quand faut-il que je planifie mon audit? Normalement, vous devriez mettre en œuvre votre audit courant du mois de septembre, donc soit la semaine dernière, soit sur les 2 ou 3 semaines qui vous restent. C'est ça qui est important. Donc, comptez bien, 5 mois, c'est parfait. 6 mois, on n'ira pas avant. 4 mois, vous commencez à être un petit peu potentiellement en danger au regard des délais. Pourquoi je dis ça? Parce que certaines non-conformités peuvent être compliquées à traiter, et donc c'est pour ça que la loi fixe 3 mois. Et compte tenu du nombre d'audits que vont devoir gérer les certificateurs, le délai d'1 mois de vérification ne sera peut-être pas de trop, donc il est fort probable que les 4 mois soient utilisés par les certificateurs. On peut également y voir un double objectif. Si on se projette encore un peu plus loin et sur le deuxième audit de surveillance, qui pourrait se trouver du coup un peu plus tard encore. Oui, alors c'est vrai que on a pu s'apercevoir là aussi qu'un certain nombre de certifiés ont attendu le 22e mois ou le 28e mois pour certains, mais surtout le 22e mois pour mettre en œuvre leur audit de surveillance. Alors pourquoi pas, hein, et vous avez tout à fait le droit puisque la loi vous autorise à le mettre en œuvre entre le 14e et le 22e mois après votre certification. Par contre, en attendant la dernière minute, ceci vous impose en fait de réaliser 2 audits en une année, donc l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement en 11 mois à peu près. Donc si on devait vous inviter en tous les cas sur une approche, ce serait de dire forcément votre audit de renouvellement, vous le mettez en œuvre 5 mois avant, et derrière ça, programmez votre audit de surveillance entre le 14e et le 22e. On va dire, allez, on coupe la poire en 2. Vous faites ça au milieu, ce qui vous permet en fait d'étaler vos efforts financiers, vos efforts de temps, de mobilisation d'équipe avec un audit par an, ce qui nous semble plus pertinent en termes de gestion opérationnelle. Mais bien évidemment, vous êtes souverain de vos décisions. Exact. Merci Marc pour ces éclaircissements. Un deuxième point qui peut se poser, c'est qui est à l'initiative de la prise de contact? Alors,
ISQ certification, et ça c'est bien sûr propre à chaque certificateur, donc ceci n'engage que nos certifiés et l'ISQ certification. Nous avons pris le parti de solliciter nos certifiés 8 mois avant l'échéance de la certification. Maintenant, en envoyant en fait un mail en disant ben voilà, il est l'heure de préparer votre audit de renouvellement et vous avez un lien pour télécharger et compléter votre dossier. Et dès que le dossier est complet et que le contrat est validé, eh bien là, on prend contact avec vous pour la mise en œuvre de l'audit. Nous vous rappelons que c'est à compter de la signature de votre contrat de certification pour le renouvellement que l'organisme certificateur a un délai de 30 jours pour convenir avec vous de la date de votre audit. Maintenant, ce que nous avons également fait, c'est qu'un certain nombre de nos certifiés peuvent nous solliciter individuellement pour remplir le dossier plus tôt et ainsi programmer beaucoup plus tôt ces fameux audits de renouvellement. Donc, nous avons, nous, une borne à 8 mois. Si vous souhaitez imaginer, programmer avant 8 mois, eh bien, contactez-nous et l'équipe contractualisation, que ce soit Valérie ou Louis, vous feront suivre les mails ad hoc. Et cette demande de renouvellement, ça va se passer comme en 2020, 2021 quand on a fait nos demandes initiales ou il y a eu du nouveau depuis? En fait, il y a rien de nouveau sur le process qui est mis en place par l'ISQ, donc tout va se passer de façon dématérialisée avec remplissage et ou un dépôt d'un certain nombre de documents. Simplement, ici, vous rappelez que eh bien, vous avez en fait une obligation de communiquer plus d'informations que vous ne deviez le faire hier. Il est vrai que vous allez devoir donner une description d'activité de votre organisme en tant que prestataire d'action concourant au développement des compétences. Et ici, est-ce que vous réalisez, par exemple, des formations toutes ou parties à distance, des formations en situation de travail? Est-ce que vous avez des formations d'alternance, des formations certifiantes? Simplement, ce descriptif, quelque part, de mon point de vue ou de notre point de vue, ne vient que compléter votre BPF, dès lors que vous en avez un, puisqu'on retrouve bien évidemment beaucoup d'informations, alors particulièrement chiffrées dans votre BPF. Et il est aussi important de rapprocher cette obligation de communiquer plus d'informations avec une nouvelle notion qui est apparue dans ce nouveau décret du 31 mai dernier. C'est la notion de fausse déclaration, puisqu'on nous dit que toute fausse déclaration parmi les éléments transmis à l'organisme certificateur ou lors de l'audit peut entraîner le refus de la certification à l'issue d'une procédure contradictoire. Donc, il faut être précis, ne pas mentir par omission. Alors, qu'est-ce qui pourrait représenter en fait une fausse déclaration? On va donner peut-être 2 exemples très concrets. Premier exemple, j'oublie de déclarer un site. Donc, je vous rappelle que la définition d'un site Calliope, c'est un lieu où il y a la présence permanente d'au moins un salarié. Ça ne fait pas forcément référence à un lieu de prestation de formation. D'ailleurs, ça a été confirmé par les GEFP auprès des certificateurs. Donc, c'est vrai que c'est un peu frustrant de considérer un site uniquement pour les locaux de l'équipe marketing et de l'équipe compta. Mais c'est comme ça. C'est la GEFP qui a raison. Et donc, si vous oubliez un site, d'une part, il ne sera pas sur votre certificat, j'ai envie de dire c'est un moindre mal. Pour autant, en oubliant un site, eh bien, vous avez potentiellement ici un levier pour réduire la durée de votre audit, puisqu'on doit appliquer une racine carrée. Donc c'est vrai, ceci serait considéré comme une fausse déclaration. Autre chose, vous oubliez peut-être de préciser, en sachant que le BPF n'est pas toujours très bien rempli, que vous proposez des formations certifiantes inscrites au RNCP. Et en fait, là, vous allez en fait fausser le périmètre de l'audit, puisque nous savons que dès lors qu'un organisme de formation propose des formations conduisant à une certification inscrite au RNCP, eh bien, ça ouvre 3 indicateurs, les 3, 7 et 16. Et il est vrai que là, eh bien, on ne peut pas, l'auditeur ou l'organisme certificateur ne peut pas en fait auditer le mauvais périmètre. Donc, voici 2 exemples très concrets de ce qui pourrait être assimilé à une fausse déclaration. Donc simplement, attention à vos déclarations. Alors bien évidemment, on va croiser les informations. On va regarder vos déclarations, on va regarder votre BPF et bien évidemment votre présence digitale, à savoir votre site internet, pour essayer de voir qu'on retrouve bien une cohérence entre les 3 éléments. Et si d'aventure, on devait, lors du jour de l'audit, s'apercevoir qu'il y a eu une fausse déclaration
qui pourrait avoir un impact sur la durée. Donc, typiquement, c'est essentiellement un oubli de site. Il n'est pas sûr que l'auditeur puisse rester une demi-journée ou une journée supplémentaire. Donc, ça veut dire qu'il y aura éventuellement, pour corriger le tir, bien imposition d'une nouvelle date d'audit complémentaire. Mais par contre, ça veut dire que ça ne fera que retarder votre certification ou le renouvellement de votre certification. Je suis bavard. Alors, autre question qu'on pourrait se poser, Marc, est-ce que je peux savoir en amont sur quelle action va porter l'audit pour que je puisse me préparer au mieux? Ah, bah c'est sûr, hein, on aimerait bien faire comme au bac, hein, on va préparer juste deux thématiques et faire l'impasse sur 15. Non, 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 que nenni. En fait, le nouvel arrêté a rappelé, en fait, ce qui correspond d'ailleurs à la norme, à une pratique de l'audit. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu surprenant, mais bon, il n'y a pas de fumée sans feu, donc on peut supposer que c'était nécessaire de le rappeler. L'échantillonnage n'est pas communiqué à l'organisme audité avant la réunion d'ouverture de l'audit. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi concrètement? C'est que vous ne pouvez pas préparer et mettre au carré simplement 2 ou 3 actions et dire à l'auditeur, ben, vous allez prendre celle-ci, monsieur l'auditeur. Non, c'est bien l'auditeur qui, en toute indépendance, va devoir choisir les actions qu'il souhaite auditer, donc préparer quelques-unes. Si vous avez êtes chanceux au jeu, eh bien, il va peut-être tomber dessus. Mais voilà, en tous les cas, si c'était mon cas, c'est sûr que je n'ai jamais gagné. On oublie. Et derrière ça, en fait, ça démontre aussi que la certification qualité Calliope atteste d'une mise en œuvre systématique de vos process, de vos procédures, et qu'on ne peut pas simplement, eh bien, j'irais travailler comme ça, à l'unité. Ah bah tiens, on va faire ça bien sur les formations CACES, puis pour ce qui est de tout ce qui va être électrique, on s'en fout un peu. Je vais uniquement faire ça bien pour les formations en anglais, parce que en fait, pour l'allemand, l'espagnol, le japonais, le javanais, bon, en fait, j'en ai très peu, donc ils vont pas aller les voir. Donc voilà, on peut pas. Et ça présente aussi la question de l'échantillonnage. Peut-être revenir aussi, c'est ce qu'on appelle un peu retour basique. L'auditeur doit prendre un échantillon d'action. Alors, vu que la durée va être plus longue que ce qu'il a été lors de l'audit de surveillance, il va sûrement aller voir 3 ou 4 actions. Il va s'assurer de la représentativité de vos actions. Alors, représentativité au regard des modalités pédagogiques, est-ce qu'il y a du présentiel, du distanciel, du blended, représentativité là aussi en fonction eh bien, du chiffre d'affaires ou du nombre de bénéficiaires par thématique. Si vous ne faites que des langues, eh bien, on va regarder quelle est la part de l'anglais, du français et des autres langues. Si vous faites bureautique, langue, management et autres réjouissances, eh bien là, l'auditeur va aussi vous solliciter pour avoir une meilleure visibilité, en fait, de la représentativité quantitative. Est-ce que vous faites de la FEST, oui ou non? Est-ce qu'il y a des formations certifiantes? Est-ce qu'elles sont au RNCP? Est-ce qu'elles sont au RS? Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il nous faut prendre en compte pour essayer d'avoir un échantillon qui sera le plus représentatif. Typiquement, si vous avez des formations qui sont au RNCP, enfin, qui conduisent à une certif au RNCP, forcément, il y en aura au moins une qui sera auditée. Ça, c'est sûr. Autre question qu'on peut se poser, je souhaite diversifier mon activité et proposer à mes clients des bilans de compétences notamment. Mais je n'ai toujours pas de clients. Est-ce que je peux demander la certification Calliope sur le bilan de compétences? Hier, oui. Aujourd'hui, enfin, hier, oui. Aujourd'hui et demain, non. Grand, voilà. Donc, vous avez raté le 1er septembre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que bien, le texte prévoit que la mise en œuvre d'une action relevant de chaque catégorie d'action concourant au développement des compétences concernées est un prérequis pour le déclenchement de l'audit. Sachez que les certificateurs ont demandé quelques clarifications lorsqu'on parle de renouvellement. Nous savons que, et particulièrement la VAE est souvent concernée. La VAE n'est pas une activité principale, elle est souvent une activité à la marge pour un certain nombre de certifiés. Donc, toute la question étant de savoir, est-ce que je peux considérer comme une action mise en œuvre, une action qui se serait terminée on va dire, un peu avant ou en même temps que l'audit de surveillance, ou est-ce qu'il faut qu'elle soit avec une antériorité plus proche? Donc aujourd'hui, nous attendons une clarification sur ce point de vue, mais a priori, si pour un nouvel entrant ne devrait pouvoir demander la certification sur les catégories d'actions uniquement s'il a déjà mis en œuvre des actions. D'accord. Merci Marc pour ces précisions.
Et également, au niveau des multisites, il y a un échange, il y a échantillonnage. Oui. Alors là aussi, c'est très important. L'audit de renouvellement, eh bien, nous fait revenir à ce que nous avons connu à l'audit initial. C'est que, eh bien, nous allons devoir prendre la racine carrée du nombre de sites déclarés par l'organisme et devoir définir quels sont les sites que nous allons auditer. Et là aussi, lorsque nous avons des multisites qui peuvent être certifiés sur plusieurs catégories, rien n'est simple. Bien évidemment, il faut que l'échantillon soit représentatif, donc on ne va pas prendre que les plus gros, on peut prendre des gros et des petits sites, puisqu'en fait, eh bien, vous avez cette diversité qui fait que vous avez les gros et les petits. Et après, on va devoir s'assurer qu'en auditant les sites, on va quand même couvrir toutes les catégories pour lesquelles vous allez demander la certification. Ça ne veut pas dire qu'on va aller auditer uniquement les sites où vous avez peut-être les 3 catégories d'actions pour lesquelles vous êtes certifié. On pourrait très bien imaginer un audit d'une journée ou de 2 jours sur un site avec formation et apprentissage, un audit d'une journée sur un site mais uniquement sur la VAE et un audit d'une journée sur un autre site sur l'apprentissage ou la formation en fonction de la représentativité de ces 3 catégories d'actions dans votre chiffre d'affaires. Si les sites n'ont pas été audités, c'est tant mieux. Si nous sommes contraints de reprendre un ou plusieurs sites audités pour pouvoir couvrir les catégories d'action, eh bien, le certificateur devra le faire. Donc voilà, on ne peut pas dire, il n'y a pas de règle, si ce n'est que, en fait, chaque cas est particulier et que tout ceci est travaillé en amont avec les représentants de l'organisme. Merci Marc pour cette précision. Tu as également dit plutôt que cet audit de renouvellement serait plus long que ce qu'on a connu précédemment. Mais plus long combien? Alors plus long que les audits de surveillance d'une certitude et cet audit de renouvellement, alors à périmètre de chiffre d'affaires constant et à chiffre d'affaires constant et à et à site constant sera plus long pour ceux qui ont bénéficié lors de l'audit initial d'un audit aménagé. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, un organisme qui fait plus de 750 000 euros, eh bien, va quand même être sur 2 jours de formation pour un monosite. 2 jours d'audit, pardon, pour la catégorie d'action formation. Donc 2 jours, ça vous laisse quand même près de 20 à 30 minutes par indicateur sur la catégorie d'action formation. Donc préparez-vous aussi à ce que l'auditeur ait le temps de creuser, d'observer les dossiers. Il n'en prendra pas qu'un ou deux, puisqu'en 30 minutes, on a vraiment le temps de mener des investigations poussées. Et voilà. Et après, il faut quand même lui donner un peu la parole parce qu'après, on a l'impression que je fais un monologue. Il n'y en a qu'un qui radote. Il y en a qu'un. Oui, c'est mon âge qui me fait radoter, Raphaël, mais je sais. Mais il faut tout répéter, ce qui est important 4 fois aussi. Donc, le logo, alors, on ne va pas vous refaire tous les 3 ou 4 slides immuables que nous avons eu pendant près de 16 mois, je ne sais plus. Alors, Raphaël, rappelle-nous simplement, on va dire, les anciens fondamentaux et les 2 nouvelles obligations en lien avec ce nouvel arrêté du 31 mai. Alors, anciens fondamentaux, comme tu dis, c'est le logo Marianne, donc le Calliope plus bandeau Marianne République française, logo en vigueur depuis le 7 décembre 2020. On le rappelle car il nous arrive encore de trop trouver des anciens logos sur des sites internet ou pire encore sur des programmes de certification. Également, le logo Calliope tout seul ne suffit pas, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Il doit être accompagné de la mention obligatoire qui fait comprendre aux bénéficiaires pour quelle catégorie d'action vous êtes certifié. Si vous êtes certifié action de formation et bilan de compétences, vous précisez la certification Calliope a été obtenue pour les actions de formation et le bilan de compétences. Et comme on l'a précisé, vous êtes libre de mettre la phrase où vous voulez, à proximité du logo, tant que ce soit compréhensible pour le consommateur. Et le nouveau, qui est donc en vigueur depuis le 1er septembre 2023, c'est donc 2 obligations d'affichage. La première dans les locaux, donc ça doit être visible dans vos locaux quand on arrive. Si vous avez un audit sur site, faites attention, l'auditeur qu'il ait les yeux qui se baladent, donc il faut qu'il trouve un certificat à un moment donné. Et sur votre site internet également, l'affichage d'un certificat. La modalité d'affichage n'est pas précisée par la DGEFP, c'est à vous de choisir comment vous souhaitez l'afficher. En tout cas, on doit le trouver sur votre site à travers d'un clic ou d'un affichage. L'important, c'est qu'il y soit. Et
J'allais préciser pour ceux qui n'ont pas de site internet, vous devez être en mesure de démontrer qu'en cas de demande d'un candidat, d'un stagiaire, d'un apprenti ou d'un financeur, que vous lui avez transmis votre certificat Calliope. Alors, en fait, on va faire un petit peu plus d'explications avec ce que vient de donner Raphaël, alors, je veux dire, par expérience d'observation ces dernières semaines. Alors déjà, l'auditeur va aussi s'assurer que vous affichez le bon certificat, c'est-à-dire le dernier certificat en vigueur qui a été émis par votre certificateur. Donc typiquement, vous affichez un certificat, mais vous avez demandé une extension de site, vous avez demandé une extension de catégorie. Assurez-vous que c'est bien le tout dernier certificat et qu'il n'y a pas qu'une seule catégorie. Alors, vous en avez deux, en fait, qui sont réellement certifiés, puisque ce ne serait pas le bon. Ça, c'est juste un petit point pratique. Sur les sites Internet, l'affichage, c'est vrai, comme le dit Raphaël, on a un peu de mal à percevoir, à comprendre ce que pourrait dire affichage. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que la plupart des prestataires, en fait, lorsque vous cliquez sur le logo Calliope du site Internet, eh bien, en fait, vous avez un téléchargement automatique du certificat. On sait ce qu'il fait. Alors, vous pouvez mettre la petite phrase en plus, peut-être, en cliquant, accéder au certificat, mais en tous les cas, c'est ce qui va être le plus simple. Après, il est vrai que Calliope n'impose pas aux prestataires d'avoir un site Internet, même si on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est le principal véhicule de communication, moyen de communication. Maintenant, admettons qu'un site n'est pas qu'un organisme n'est pas de site Internet, et vous nous disiez en audit, bah, écoutez, de toute façon, si quelqu'un nous le demande, on va le transmettre. L'auditeur pourrait très bien dire, bon, qui va le transmettre ce certificat? Ah, ben, c'est notre chargé d'inscription. Et donc, d'aller voir la chargée d'inscription, dire, bon, alors, très cher chargé d'inscription, quand vous demandez le certificat, vous le transmettez, vous pouvez me le montrer. Et si là, on s'aperçoit que la chargée de mission, la chargée d'inscription ne sait pas retrouver le certificat, vous allez avoir du mal à démontrer que vous avez informé la personne. Donc, ça, ce serait déjà potentiellement une non-conformité. Et on pourrait aussi douter de l'exploitation de votre veille légale et réglementaire indicateur 23. Donc voilà, soyons vigilants, allons jusqu'au bout et assurez-vous que l'ensemble des équipes est au courant de cette obligation de transmission du certificat sur demande et qu'ils savent où le trouver. Surtout, il ne doit pas être simplement affiché dans le bureau du directeur, il doit être accessible au public. Ah bah voilà, la fameuse petite phrase avec l'animation. Exact. Alors, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais il y a un peu de changement au niveau du traitement des non-conformités majeures. Voilà, alors, premier rappel, c'est que d'une part, lorsque le guide de lecture précise qu'il y a des non-conformités majeures, l'auditeur ne peut pas minorer une non-conformité et la mettre en mineur. S'il est précisé dans le guide de lecture que c'est une majeure, il ne peut que mettre majeure, même si on estime que vous n'êtes pas loin de l'attendu, que c'est pas si mal que ça, que voilà, on n'est pas très loin de l'attendu. Non, si c'est majeur, c'est majeur. Nous vous rappelons aussi que, par contre, l'auditeur peut majorer une non-conformité mineure. Typiquement, indicateur 1, une absence ponctuelle de communication sur des items, c'est du mineur. Une absence systématique de communication sur l'accessibilité, de communication sur les prérequis, systématique, eh bien, c'est une non-conformité majeure. Donc ça, c'est déjà ce premier rappel. Et deuxième élément, l'évolution, c'est que oui, eh bien, vous avez pour les non-conformités majeures 3 mois pour présenter un plan d'action et le mettre en œuvre. L'auditeur est là pour s'assurer de la mise en œuvre du correctif, tant est qu'il corrige la difficulté. Et l'arrêté du 31, je le répète, a également octroyé 1 mois de plus au certificateur pour aller observer la mise en œuvre, puisque nous savons que quelquefois, il n'est pas facile de mettre rapidement en œuvre des correctifs en fonction de vos prestations, de la durée de vos formations, des dates de rentrée pour certains groupes d'éducation. Et donc, pour finir, mais peut-on finir là-dessus, quels sont les éléments qui seront audités? En fait, le logo, tous les indicateurs, et bien évidemment, l'auditeur va quand même peut-être avoir un œil un petit peu attentif aux non-conformités que vous auriez pu avoir sur les anciens audits, puisque les certificateurs vont mettre à disposition des auditeurs tous ces éléments. Bien évidemment, on vous rappelle que c'est un audit qui est complet, qui doit être fait en présentiel, et là, on ne peut pas y déroger à la règle, donc ce sera bien dans vos locaux.
L'occasion aussi pour nous de vous rappeler que si vous ne disposez pas de locaux, charge à vous de trouver des locaux et d'y inviter l'auditeur. Certains certificateurs peuvent quelquefois mettre à disposition leurs locaux si tant est qu'ils soient présents sur l'ensemble du territoire national, ce qui n'est pas le cas de tous, loin de là. Mais on est bien en présentiel, bien évidemment, même si tous vos dossiers sont numérisés, qu'il se suffit d'aller voir dans vos drives et autres, on va quand même devoir se rencontrer, bien évidemment. Voilà, donc nous arrivons à notre temps de questions-réponses. Je crois que nous avons Louis à l'arrière et on va arrêter le partage pour qu'on voit nos têtes. Louis. Oui, je suis là, pardon, je croule sous les questions. Il y en a beaucoup, je suis désolé d'avance parce qu'on ne va pas pouvoir répondre à toutes. Je vais d'abord faire peu. J'ai une première question concernant le télétravail et la notion de multisite. Est-ce qu'on peut rattacher des salariés en télétravail à un site donné, donc soit dans un organisme monosite ou multisite? Alors, en fait, de mémoire, on trouve ça dans le question-réponse de décembre 2020 du gouvernement où il est précisé que pour les salariés en télétravail, ça ne crée pas un site. C'est-à-dire que si Marc Berger est en télétravail depuis chez lui, mon domicile n'est pas un site de l'organisme de formation. Raphaël, question logo qui est revenue plusieurs fois concernant l'affichage dans les locaux. Est-ce obligatoire dans une entreprise dans laquelle il n'y a pas de public, pas de stagiaires, pas forcément de formation? Alors, la réponse va vous sembler idiote, mais oui. Même si personne ne vient, vous êtes tout seul, vous devez l'afficher, c'est l'obligation de l'arrêter. Vous devez afficher, c'est marqué, c'est la lecture pure et simple. Vous devez afficher le certificat dans vos locaux. J'ai eu plusieurs questions. Là, c'est un petit peu en anticipé concernant les NDA, la sous-traitance. Est-ce que les OF devront toujours justifier d'un NDA pour l'ensemble des formateurs sous-traitants? Et quid des intervenants sur une discipline spécialisée, typiquement avocats, médecins, qui viennent faire des interventions ponctuelles? Alors, je pense que compte tenu du nombre de questions que nous avons, alors pas uniquement aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup d'échanges avec nos certifiés, peut-être qu'on va devoir anticiper un webinaire juste après la publication du décret pour parler peut-être de la sous-traitance, des obligations en lien avec les intervenants dans le cadre des budgets CPF. Donc, on va mettre ça de côté et au plus tard, lors du prochain webinaire, peut-être sinon un webinaire intermédiaire si le décret ne tarde pas trop. Merci. Ça a répondu à plusieurs questions, effectivement. Je pense qu'on fera une intervention là-dessus. Le dispositif prépa-apprentissage est-il considéré comme une action de formation? Nous sommes certificateurs CLEA, mais ne délivrons pas de formation. Pouvons-nous être audités sur ce champ? Tu me la mets de côté, je vérifierai. Je ne vais pas dire une bêtise comme ça, à vérifier. Ok, c'est mis de côté. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais une question sur un indicateur 28. Alors, sur l'indicateur 28 assez spécifique, pouvez-vous détailler les attentes de cet indicateur pour des formations diplômantes d'éducation nationale, donc CAP, Bac Pro, BTS, indicateur 28? C'est un indicateur qui est pas très facile parce qu'il est vrai il met essentiellement en avant la FEST, mais vous avez quand même un petit nota bene de mémoire dans le guide de lecture qui précise que ceci fait référence par exemple aux entreprises pour les apprentis et ou pour les contrats pro. Autant démontrer l'implication des acteurs de la FEST dans la conception du parcours pédagogique est simple. Autant démontrer l'implication des entreprises dans la conception d'actions de formation par apprentissage peut être plus compliqué. Maintenant, quelques pistes. Vous avez quand même des conseils de perfectionnement.
qui peuvent peut-être être valorisés à ce niveau-là. Vous pouvez certainement aussi avoir toutes les visites en entreprise qui sont réalisées pour le suivi des jeunes apprentis ou des contrats pro. Et en fonction de ces visites en entreprise, alors avant la contractualisation, pendant la contractualisation, qui pourront avoir peut-être un impact justement sur vos déroulés pédagogiques ou sur un certain nombre de durées de thématiques. Donc c'est vrai, et on va regarder aussi quels sont les réseaux d'entreprises qui pourraient être partenaires des établissements. Voilà, il y a plusieurs pistes de réflexion et d'éléments de preuve potentiels. Merci. Raphaël, l'affichage du certificat fait beaucoup parler. On me demande des précisions sur la configuration suivante. On a juste une domiciliation et des salles louées pour les formations. Où afficher le certificat? En fait, dès lors que vous n'avez, bon, ça arrive, hein, on va dire des formateurs indépendants qui, bien évidemment, eh bien, apparaissent sur leur NDA, en fait, leur domicile, hein, c'est tant est qu'ils n'aient pas pris de société de domiciliation. Donc oui, a priori, on ne va pas s'assurer que vous affichiez votre certificat à la salle de bain, dans la chambre, dans le salon, la cuisine ou les toilettes. Par contre, là aussi, il y a un certain flou. On pourrait se dire que dès lors que vous allez louer une salle pour mettre en œuvre une formation, qu'elle soit en intra ou en inter, vous pourriez peut-être avoir votre certificat plastifié et le mettre dans la salle. J'ai envie de dire pourquoi pas, et en sachant que l'auditeur ne sera jamais en capacité de l'observer, de le vérifier. Donc la question se pose, mais pratiquement c'est invérifiable. Puis après, si vous voulez vous amuser à coller à chaque fois un certificat dans la salle que vous louez à besoin, allez-y. Je réponds à la question du multisite. Le certificat doit être affiché dans tous les sites certifiés de l'organisme. Qu'est-ce que j'avais dit? Le guide de lecture le guide de lecture n'a pas encore été mis à jour. Marc, je ne sais pas si tu as des infos là-dessus sur une éventuelle mise à jour. Non. Alors, on pourrait supposer soit une mise à jour, soit du guide de lecture ou du question-réponse, puisque on rappelle que l'arrêté du 31 mai qui précise qu'il faut demander à chaque nouvel audit, extension, surveillance, la mise à jour du BPF, ça c'est le nouvel arrêté, est complètement en contradiction avec ce qui est écrit dans le question-réponse. On lui disait qu'en fait, il ne faut pas le demander. Donc, OK. Maintenant, peut-être que le projet de décret en lien avec la sous-traitance et le CPF pourrait amener à minima peut-être des obligations spécifiques sur l'indicateur 27. Donc, on pourrait supposer que ceci justifie ou nécessite une mise à jour du guide de lecture, mais donc ce serait post-publication du décret. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? Il me semble. Il est demandé. Je crois qu'on est bon. J'avais une question subsidiaire sur Datadoc. Est-ce que Datadoc est encore à considérer? Doit-on les prévenir encore en cas de déménagement ou changement au sein de l'organisme? Bon, normalement, on ne peut plus créer de dossier sur Datadoc depuis un bout de temps. Ça ne mange pas de pain. Gardez quand même à l'esprit qu'aujourd'hui, donc Datadoc ou D2OF, le GIE, est toujours mandaté par des financeurs mutualisés pour diligenter des contrôles. Donc nous savons qu'il y a actuellement une campagne de contrôle. L'année dernière, c'était près de 600 organismes qui ont été contrôlés par ex-Datadoc. Donc en fait, le groupement, le GE, est toujours actif. Donc, si vous étiez sur Datadoc, les informer, je ne sais même pas si c'est possible. Mais bon, peut-être. Merci. Et une dernière question concernant donc le formulaire qu'on envoie pour le renouvellement lorsqu'il est demandé si l'organisme a mis en place des nouvelles prestations. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, est-ce que c'est des nouvelles thématiques de formation? Est-ce que c'est un nouveau format? Est-ce qu'on peut développer ce point-là? Et quel est le but de poser cette question? Alors, en fait, ça fait référence accessoirement
à une connaissance en amont de l'organisme pour aider à un autre échantillonnage. Donc, si vous avez développé, en sachant que, bien sûr, ces questions vous seront reposées lors de la réunion d'ouverture, si vous ne faisiez hier que des formations, on va dire, allez, bureautiques et langues, et que vous êtes mis à développer des formations en management, des formations en, je sais pas, faire du SST, formation commerciale, formation prise de parole en public, ben, simplement, on a besoin de nous de pouvoir connaître en quoi ceci a évolué dans votre offre. On va clarifier ça, bien évidemment, lors de la réunion d'ouverture pour savoir ben, quel est le pourcentage de chacune de ces thématiques pour en fait nous permettre d'effectuer le bon échantillonnage d'observation. Donc c'est pour ça qu'on va poser la question. Dans l'évolution de vos prestations aussi, on va regarder si hier vous ne faisiez pas de RNCP et vous faites du RNCP aujourd'hui, puisque comme précisé plus tôt, eh bien, dès lors que vous avez des prestations concourant à l'obtention d'une certification pro reconnue au RNCP, on va devoir auditer forcément les indicateurs 3, 7 et 16 qui n'ont peut-être pas été audités sur les audits précédents. Si vous me dites qu'aujourd'hui, vous faites des contrats pro alors que vous n'en faisiez pas hier, et je ne parle même pas de l'apprentissage, eh bien, ça veut dire qu'on va devoir auditer des indicateurs 13 et 28 qui n'étaient pas audités hier. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a besoin que vous nous expliquiez quelle est l'évolution de votre portefeuille en termes de thématiques, de modalités pédagogiques, de modalités de contractualisation, pour qu'on puisse bien auditer le bon périmètre, à savoir l'ensemble des indicateurs applicables à votre cas particulier. Merci. J'ai deux dernières questions pour la route. Donc, est-ce que certaines actions de formation peuvent-elles sortir du champ de l'audit car elles ne sont dispensées qu'en interne auprès de nos sociétés sœurs, donc ni RNCP, ni certifiantes, ni donnant lieu à des financements? Oui, dès lors qu'elles sont contractualisées. Voilà, merci. Et voilà. Donc, l'indicateur 25, comment montrer des innovations pédagogiques tous les 2 ans? Existe-t-il vraiment des innovations à mettre en œuvre tous les ans? Alors, en fait, sur l'indicateur 25, on est avant tout sur une obligation de moyens. C'est-à-dire que premier attendu de l'indicateur, vous devez démontrer que vous mettez en place une veille sur les innovations pédagogiques et technologiques. Donc, on va surtout regarder ça. Après, il y a innovation au sens général, puis il y a peut-être innovation par rapport à vos pratiques. Typiquement, on n'attend pas que vous lanciez dans du e-learning entre l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement, mais peut-être simplement une innovation pourrait être de dire que au moment de l'audit de surveillance, je ne faisais que des formations présentielles et j'ai commencé à intégrer 1 ou 2 modules en utilisant Teams, Zoom ou ce que vous voulez, WebEx, peu importe. Bah, certes, ce n'est pas une innovation dans le monde de la formation, mais ça peut être une innovation dans votre périmètre d'activité. Donc, on va regarder si vous avez fait évoluer ça. Vous allez me dire, ah bien, aujourd'hui, j'utilise Kahoot parce que j'aime bien faire qu'à la fin, les personnes me donnent leur appréciation et je fais un nuage de mots sur l'écran en fin de journée. Bah, oui, Kahoot, c'est pas nouveau, d'accord? C'est pas une innovation dans le monde de la formation. Peut-être par contre que pour un organisme qui n'utilisait rien de ce type d'outils, alors je dis Kahoot, mais il y en a d'autres, hein, Bitcast, SparkUp, tout ce que vous voulez, Klaxoon et autres, eh bien là, oui, vous allez pouvoir dire que vous avez fait évoluer vos prestations. Et alors ça, c'est le premier point. Donc, il n'y a pas d'obligation, mais par contre, on va quand même s'assurer que vous faites une veille. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas d'obligation? On ne va pas non plus vous reprocher de ne pas, je sais pas moi, développer des modules digitalisés si votre compte de résultat, votre trésorerie ne vous permet pas de financer l'investissement. Ça peut être la double punition. Donc, c'est vraiment avant tout l'obligation de moyens. Et après, il y a des innovations qui peuvent être mises en œuvre et qui sont gratuites et d'autres qui vont être payantes. Donc, c'est surtout ça qu'on va aller regarder. Qu'est-ce que vous observez, qu'est-ce qui a retenu votre attention et qu'est-ce qui a été mis en œuvre, prenant potentiellement en considération quelquefois des difficultés d'investissement si il y a nécessité d'investir. Merci. On est bon, Louis, donc? On est bon.
Merci Louis, merci Benjamin. Ça, c'est pour nous. Benjamin, on ne l'a pas vu, il est caché. C'est bon, il n'a plus de bonnet en ce moment. Il doit faire chaud. Donc, avec Raphaël, on était ravis de vous retrouver. Si le projet de décret et le décret sort rapidement, ou si on arrive à en faire un décryptage suffisamment pointu, il n'est pas exclu que l'on anticipe un webinaire dédié à tout ce qui est sous-traitance et le nouveau décret sous-traitance et CPF. Sinon, eh bien, nous attendrons, on n'a pas arrêté les dates, je crois, mais le prochain webinaire. Et bien évidemment, donc, garde à l'esprit que nous travaillons sur des thématiques un peu plus spécifiques comme ERP et tout ce qui est assurance, entre autres, bien évidemment, pour sortir un petit peu de nos leads de renouvellement, parce que même si on gardera quand même ce petit fonds de commerce de leads de renouvellement, bien évidemment, on va essayer de traiter d'autres sujets. Merci de votre attention. N'hésitez pas à les replays, télécharger le support. C'est toujours bon à valoriser dans le cadre de l'indicateur 23, votre veille légale et réglementaire. Voilà, belle fin de journée, bon déjeuner. Pour moi, c'est raté. Je cours à mon accompagnement. Allez, on vous dit à prochain ou plus tard. Merci. Au revoir à tous. Au revoir à tous.